De rideau, vive les effets PowerPoint. Bonjour tout le monde, c'est la troisième fois que je fais cet enregistrement. Je disais précédemment que faire un exercice de communication lors de Mercure rétrograde, c'est pas vraiment une bonne idée, mais je tenais vraiment à vous faire une petite capsule parce que la dernière que je vous ai partagée était un peu émotionnellement costaud. Mais je tenais vraiment à vous la laisser parce que c'était également pour vous montrer à quel point les égrégores peuvent être impactants sur notre état d'esprit, sur notre état émotionnel, et que des personnes sensibles, voire hypersensibles, peuvent parfois être en grande empathie. Cependant, on en reparlera un peu après, les émotions ne sont pas quelque chose de négatif, bien au contraire, elles nous permettent d'avoir de précieuses informations. Donc merci d'être là, merci pour votre temps, votre énergie, vos commentaires. Je suis vraiment ravie, ça me touche beaucoup beaucoup et, et je prends vraiment soin de répondre à, à tous vos commentaires. J'ai un peu de retard. Il y a quelques commentaires auxquels je n'ai pas encore répondu, donc je vais le faire, chercher à le faire aujourd'hui. Nous sommes donc le 20 juin, c'est la fête des papas. Je voudrais dédier cette vidéo à un petit garçon qui s'appelle Sébastien, qui représente la nouvelle humanité dans toute sa différence, dans toute sa spécificité. Et son papa m'a contacté. J'étais très touchée par la confiance qu'il m'avait témoignée d'ailleurs. Et je lui ai expliqué combien il était important de dire à ses enfants qui pourraient être stigmatisés comme handicapés. C'est assez affligeant de considérer et d'utiliser ce terme en fait pour ces enfants qui sont juste différents et qui ont des capacités extraordinaires, mais qui malheureusement, enfin malheureusement non, heureusement, sont en avance sur leur temps. Et clairement, les structures actuelles ne sont pas adaptées à cette nouvelle façon d'interagir avec l'environnement. Et pas de hasard en fait que j'ai recommencé cette vidéo, parce que j'en ai pas parlé dans les précédentes versions. Et donc pour toutes les personnes qui auraient des enfants de type 10, 10, 10, ok, il faut se rappeler que les bonnes notes c'est 10 sur 10, donc voilà. Et que je pense que ce n'est pas aux enfants à s'adapter à l'environnement qui, soit dit en passant, est plutôt involutif qu'évolutif, même si de nombreux efforts sont faits en ce sens. Donc c'est pas à eux à s'adapter, à se mettre dans le cadre de cet environnement, mais plutôt le contraire. Voilà. Donc pour Sébastien, si tu m'écoutes, tu es une magnifique personne, tu as des yeux qui brillent d'énergie, fais-toi confiance et tous les enfants comme Sébastien, faites-vous confiance parce que vous êtes notre futur. Voilà. Ceci étant dit, je voulais vous faire cette capsule par rapport à une thématique qui est, comme ce petit picto vous le montre, le cerveau et donc le grand réveil qui va mettre en interaction la conscience et l'intelligence. Et je vais m'appuyer sur mes connaissances en approche neurocognitive et comportementale pour tenter d'apporter un peu plus de compréhension dans cette chose étrange qu'est le cerveau. Je ne parlerai pas des neurones au niveau de l'intestin et des neurones qui peuvent se trouver ailleurs. Je ne parlerai que du cerveau aujourd'hui. Peut-être une capsule sera dédiée à ce sujet plus tard. Mais en tout cas, de vous partager ces connaissances qui ont été formalisées par deux magnifiques personnes à qui je veux aussi dédier cette vidéo. Il s'agit de Jacques Fradin, le docteur Jacques Fradin qui a depuis 25, même bientôt 30 ans, travaillé sur cette modélisation
Donc une modélisation, c'est une grille de lecture qui permet de comprendre certaines choses. Et donc cette modélisation qu'il a faite en grande partie avec Camille Lefrançois, que je salue parce que j'adore. Et, et donc l'approche neurocognitive et comportementale qui permet de comprendre pourquoi parfois il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir et pourquoi parfois on va être rattrapé par des automatismes archaïques liés à la survie. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a deux choses à savoir. Notre cerveau est un peu comme un ordinateur, il a, selon cette approche du docteur Fradin, 4 gouvernances. C'est une espèce de programme, de façon assez schématisée. On a 3 gouvernances qu'on appelle automatiques, qui s'enclenchent très très rapidement, et une gouvernance qu'on appelle adaptative, et qui est un tout petit peu plus lente, mais comme deuxième postulat à avoir en tête, le cerveau ne peut fonctionner toujours très schématiquement qu'à partir d'une gouvernance à la fois. Eh bien, quand une gouvernance a la main, la baguette de l'orchestre, eh bien les autres sont techniquement en veille. Alors, je vous explique un petit peu tout ça en détail et je vous explique pourquoi beaucoup de personnes peuvent être très intelligentes, très cultivées et pourtant très bêtes, entre guillemets, ce qui est assez intéressant puisque bête animale versus humain conscience, et ça peut interpeller. Alors, la première gouvernance, la plus ancienne, celle que beaucoup connotent de ce fameux cerveau reptilien, cerveau reptilien qui a été une théorie très très longtemps adoptée depuis les années 50 grâce aux travaux d'un dénommé MacLean, et qui est donc le cerveau reptilien, la partie la plus ancienne de notre cerveau et qu'on peut reconnaître d'ailleurs d'un point de vue très physiologique parce que la matière est différente. C'est une gouvernance qui va gérer la survie individuelle. La problématique, et c'est un troisième postulat que je vous partage, c'est que le cerveau techniquement n'est pas équipé pour faire la différence entre un danger perçu et un danger réel. Donc un danger de mort réel et un danger de mort perçu. C'est-à-dire que quand je suis dans un danger perçu, j'ai besoin de faire une pause pour évaluer si ce danger est véritablement un danger de mort ou pas. Mais on n'a jamais vraiment appris ça aux gens. Et pour cause, bon, ce sont quand même des connaissances qui sont assez récentes et qui ont été permises par la technologie d'imagerie à résonance magnétique. Et donc, cette perception du danger, si elle n'est pas remise en question, va pousser le cerveau de façon très automatique et très rapide à prendre la main pour créer une réaction physiologique dans le corps, une réaction physiologique qui permet d'éviter et de faire face au danger. Et donc on a ce fameux phénomène qu'on appelle en anglais fly, fight, freeze, en français fuite, lutte et inhibition. Et c'est Laborie qui a... C'est André ? Son nom de famille, c'est Laborie. Pas grave. Je vous mettrai les références. Excusez l'oubli du prénom. Il ne faut pas que ça me fasse stresser, donc tu continues, Sonia. Donc le stress de fuite, de lutte ou d'inhibition. Le problème, c'est que quand on évalue aujourd'hui la situation contextuelle, le contexte, la situation dans laquelle nous vivons, les personnes qui sont bombardées de messages anxiogènes, stressogènes, liés à ce que je ne citerai pas, au soi-disant cas, à toutes les incidences sur les taux d'occupation, etc., bombardent la personne de messages anxiogènes qui ne sont pas remis en question et donc qui mettent la personne dans un état cognitif de stress chronique, avec tout l'impact que ça peut avoir, entre autres sur le système immunitaire. J'ai fait une capsule que je vous mettrai en description, en disant que le stress nuisait gravement à la santé.
C'était l'époque de mon tableau blanc. Et donc, la problématique est que quand une personne est sous cette gouvernance archaïque de survie individuelle, à mauvais escient, puisque le danger de mort n'est pas réel, sous-entendu la personne n'est pas malade, la personne est dans une réalité qui, présentement, n'est pas forcément en contact avec le virus. D'autant que je tiens quand même à signaler que le virus, dans son premier variant, ne tuait que 0,05% des personnes qui l'avaient contracté. Donc il n'y avait vraiment pas danger de mort imminent. Et que, en parallèle, tout était fait pour ne pas soigner, guérir les personnes tant qu'elles étaient dans une phase de relative je trouve pas le mot, faible dangerosité de leur état physique. Donc, si on bombarde les gens de messages anxiogènes, ils sont sur leur gouvernance instinctive et donc, de facto, il y a zéro réflexion. C'est, comme je dis souvent en conférence, QI23. Il y a une autre gouvernance archaïque. Là, on est en rapt de conscience pour l'instant. Donc, je suis en mode automatique très, très animal. On a affaire à la gouvernance grégaire et une gouvernance qui va être une réminiscence de l'époque où l'être humain avait besoin d'être en collectif pour faire face à des dangers, des prédateurs plus forts que lui, puisqu'à l'époque, il n'avait pas cette technologie suffisante pour avoir être en suprématie, en supériorité sur l'animal. Oui, j'ai du mal à trouver mes mots, c'est Mercure rétrograde, mais bon. Bref, donc cette gouvernance, je vous en parle quand même parce que quand la personne est stressée, et selon son éducation, elle peut avoir tendance à s'en remettre spontanément à l'autorité qui semble amener la solution et donc perdre tout bon sens, tout esprit critique face à ce qui se joue, parce que tout simplement, elle est dans un automatisme de soumission par rapport à celui qui semble être le chef et qui, de facto, dans le système de croyance, le chef a toujours la bonne solution, connaît toujours plus que moi et je me dévalorise et donc je me soumets à cette autorité. Alors, on est en rapt de conscience, c'est-à-dire qu'on n'est même pas conscient qu'on réfléchit et qu'on agit, enfin qu'on ne réfléchit pas d'ailleurs, mais qu'on réagit sous l'emprise de ces gouvernances. On a une troisième gouvernance dite automatique, c'est celle que l'on appelle gouvernance émotionnelle, à tort ou à raison, qui gère la survie sociale. Et on va se retrouver avec des personnes qui vont agir à partir d'un mécanisme de routine, de rigidité, c'est-à-dire je ne remets pas les choses en question et j'ai même une tendance à être obstinée sur mes certitudes et les vérités que je considère immuables, auxquelles je n'ai pas envie qu'on touche, et une dynamique une dynamique cognitive assez simplifiée, qui va vers la simplification, c'est-à-dire que quand on est malade, seul le ou peut me sauver. C'est pas possible, ils l'ont dit, donc c'est que c'est vrai. Enfin voilà, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de profondeur dans la façon dont on aborde cette réalité qui nous est présentée. Donc, on a des choses qui peuvent très très bien fonctionner avec cette gouvernance quand les situations sont simples et connues, mais en aucun cas elles peuvent gérer des situations complexes et inconnues. Donc on est vraiment dans une dynamique automatique et on aurait presque affaire à ce qu'on pourrait appeler l'esprit animal de notre nature. C'est-à-dire que voilà quoi, on est éduqué, on fait, on reproduit, d'accord ? À l'opposé, nous avons ce qu'on appelle la gouvernance adaptative. Alors, je voudrais dire deux mots sur le système éducatif français que j'ai pu remettre en question parce que mes enfants ont vécu une
bonne partie de leur éducation, surtout mon grand, dans un système étranger, qu'il soit australien ou anglo-saxon. Et il faut reconnaître que le système éducatif français est un système qui va remplir notre base de données, très très empirique en fait. Hein. On apprend aux enfants des méthodes de résolution de problèmes. Et quand les enfants, par exemple, alors même si les choses changent un peu, hein, je ne veux pas faire une généralité et une simplification pour le coup, mais on dit un enfant être intelligent quand il est capable de restituer des connaissances, quand il est capable de réciter, je schématise, hein, sa table de multiplication, des dates d'histoire, etc. Et non pas, c'est très important d'avoir une culture générale, on est bien d'accord. Mais quand on regarde, par exemple, la suppression de matières telles que des langues anciennes, la philosophie pour certains, etc., ça pose quand même question. Donc, bref, on a un système qui n'a pas forcément encouragé les gens à être dans ce qu'on appelle une opinion personnelle, c'est-à-dire d'être capable d'observer une situation et de faire une conclusion sur un vrai choix. Et je voudrais insister sur le fait qu'un choix commence à partir de 3 et non pas une alternative duel, c'est bien, c'est pas bien, c'est ça ou ça. Donc le choix, c'est vraiment d'induire dans le raisonnement une troisième variable qui permet une triple, voire une quadruple comparaison. Donc cette gouvernance adaptative est plus lente que les autres et donc du coup, elle ne va pas forcément s'enclencher pour remettre en question la situation. Et je vous rappelle que si je suis stressée, j'aurai d'autant plus de mal d'enclencher cette gouvernance adaptative, d'autant plus que si je ne connais pas la façon dont fonctionne mon cerveau, je n'en aurai même pas conscience, ce qui pose du coup problème. Donc, cette gouvernance adaptative, c'est vraiment une gouvernance qui permet elle aussi la survie, mais avec de nouveaux moyens. C'est vraiment la gouvernance de l'innovation, c'est la gouvernance qui explore la curiosité, la nuance, la remise en question, l'apprentissage réel, tout ce qui est essai-erreur, et donc cette fameuse opinion personnelle, qu'est-ce que moi je pense ? Je vais m'appuyer sur les connaissances que j'ai dans ma base de données, mais je relativise, je nuance, je démontre de la souplesse, de l'ouverture sur la différence. Donc, quand aujourd'hui j'entends parler de gens qui disent « Oh là là, les gens c'est des moutons, ils acceptent tout, on leur fait faire ce qu'on veut, etc. » J'ai juste envie même si ça nous met en colère, et j'ai été la première il y a quelques mois à être vraiment très très en colère sur ce sujet, d'être dans l'empathie, de se dire que si ces personnes sont stressées, et Dieu seul sait si tout est fait pour ça, elles ne peuvent pas réfléchir facilement et être dans leur libre arbitre. En plus, on fait un chantage quelque part. Et je vous fais référence à la vidéo que j'ai faite sur la charte de Biderman, on les a privés, on les a enfermés, on les a conditionnés comme des animaux qu'on enferme et qui, dès qu'on ouvre la porte, se ruent vers la liberté. Et en plus de ça, on leur dit « Ah mais attendez, attention, vous allez être libre, mais sous certaines conditions. » Et là, on vend la soupe. Voilà, donc on va agir aussi sur le système de valeurs de la personne, son désir, son envie, ses fantasmes, entre guillemets, de vacances, de liberté, etc. Et là, comme finalement la communication allait dans une très grande simplification sur les effets de ce qu'on propose, allez, on y va, on verra plus tard. Bon, sauf que le plus tard, c'est un gros point d'interrogation. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. On a un cerveau qui est très efficace à partir du moment où il n'est pas sur des automatismes qui ont un effet involutif sur la capacité de réflexion. Donc, j'en viens à ce que je voulais vous expliquer, mais il me semblait important de vous partager ce mode d'emploi du cerveau, parce qu'on est venu, on m'a posé la question en disant
Pardon, excusez-moi. Sonia, super génial. Hausser notre taux vibratoire. Yes. Bon, déjà pour certains, c'est oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Bon, là, ça, pour ceux qui sont rentrés là en mode j'ai vu de la lumière, de quoi on parle, je vous renvoie sur les vidéos correspondantes, lien en description. Pour changer de paradigme, c'est facile à dire, mais ok, je viens méditer, etc. Mais je me prends les pieds dans le tapis. Et nous sommes tous égaux devant la prise de pied dans le tapis. Alors je vais vous donner un exemple qui est le mien pour imaginer ce que je vais vous expliquer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes des êtres humains qui allons être victimes, c'est le mot qui me vient, d'un conditionnement. Pourquoi? Le bébé, quand il naît, il a un cerveau qui est complètement immature, comme tout son système physiologique. Vous mettez un bébé par terre, tout seul, il meurt dans les 3-4 jours qui suivent. D'accord? Le bébé, en fait, petite hypothèse, nous avons, contrairement aux animaux, un décalage entre la maturité du fœtus et sa capacité à survivre dans le milieu naturel. En fait, on est très très proche, on est entre le kangourou et le chimpanzé. Je me trouve des exemples, Sonia, parfois c'est vraiment ahurissant. Pourquoi? Parce que en fait, le bébé kangourou, c'est un fœtus qui va réussir à grimper pour se mettre dans la poche de maman kangourou et continuer à s'agripper à une tétine pour finir sa, comment dire, sa conception. Et en fait, le bébé kangourou termine la gestation dans la poche ventrale de maman kangourou et après c'est ok. Nous en fait on n'a pas de poche kangourou. Si on a des poches kangourou mais elles sont extérieures et donc le bébé n'est pas mature quand il naît. Il peut pas marcher, il peut que se nourrir, mais il peut pas lui-même aller se nourrir. Il faut qu'on le prenne pour le nourrir. Bref, tout ça pour vous dire qu'au niveau du cerveau, nous avons que 2 gouvernances matures. C'est la gouvernance instinctive liée au stress pour que le bébé puisse manifester ses besoins et un embryon de gouvernance émotionnelle, donc cette base de données où se stockent en fait toutes les connaissances, tous les apprentissages et expériences. Donc qu'est-ce qui se joue avant l'âge de raison? C'est que l'enfant va être comme une éponge, il va tout intégrer, il va tout prendre et c'est un petit être très très émotionnel puisque sa gouvernance instinctive qui enclenche les émotions, je vous rappelle la sérénité, la joie quand tout va bien, la peur, la lutte et la tristesse, inhibition. Donc l'enfant va en fait être formaté, éduqué sur 2 grands principes. Il va chercher à éviter tout ce qui lui fait souffrance, déplaisir, et donc il va éviter tout ce qui est punitif, volontaire ou pas, et il va aller vers tout ce qui apporte du plaisir, de la satisfaction et des récompenses. Et donc il va créer en fait cette dualité de façon très très automatique. Et d'ailleurs on peut se poser la question de savoir si l'éducation telle qu'on l'a fait aujourd'hui avec nos petits n'est pas en lien également avec notre paradigme duel de la 3D, cette fameuse dualité blanc, noir, bien, mauvais. Donc, on va créer un cadre de référence qui petit à petit va orienter de façon très automatique mes attitudes, mes ressentis, mes choix, mes comportements avec mon système de croyances et de valeurs, ce qui va constituer la culture. Mes valeurs, mes croyances vont de facto être à l'origine de mes perceptions. On a montré qu'on ne peut pas traiter tous les signaux
avec lesquels nous étions en contact, puisqu'on a des milliers et des milliers de signaux toutes les minutes, toutes les heures, hein, que ce soit des signaux visuels, des signaux auditifs ou des signaux kinesthésiques, hein, qui sont transformés en impulsions nerveuses qui vont être gérées par le cerveau. Et donc notre perception va être directement influencée par ce système de croyances et ce système de valeurs. Et donc on a des phénomènes qui ont été étudiés, des phénomènes de prophétie auto-réalisatrice, le phénomène placebo ou le phénomène nocebo. Donc le placebo, je peux guérir seul parce que je crois que j'ai pris un médicament qui me guérit, et le nocebo, je n'ai pas pris de médicament qui est censé me guérir, donc je ne vais pas guérir. Ou il y a tel facteur et donc je vais forcément être malade. Par exemple, il y a beaucoup de cas de et donc forcément j'ai beaucoup plus de chances d'attraper le Voilà, j'aime bien faire Pardon. Un peu de légèreté dans ce monde de brut. Bref, donc, je vous donne mon exemple. Puisque mes perceptions vont forcément influencer mes pensées, ces pensées vont influencer état d'esprit, parole, attitude et comportement, action et le résultat. Je vous prends un exemple. Si dans mon enfance, par exemple, j'ai personnellement vécu difficilement l'abandon très très jeune, incapable de réagir puisque c'était au stade du bébé, et j'ai développé, sans le savoir, il m'a fallu des dizaines d'années pour me rendre compte à ce point, j'ai développé en fait une énorme souffrance liée à l'abandon, au silence et à la non-réaction, non-réponse. Du coup, qu'est-ce qui s'est joué? Eh bien, dès que je suis dans des situations où je n'ai pas de stimuli de retour, donc où mes questions sont sans réponse, etc., j'ai une réaction très égotique, très mentale, qui crée de la souffrance et qui fait péter les plombs. Voilà. Et donc là, ça se traduit par des réactions égotiques, hein, purement, et l'ego étant la conséquence du mental, cherchant soi-disant à me protéger, mais finalement qui fait pire que mieux. Donc voilà, je vais me fâcher, voire je vais être triste, etc. Donc, dès que je suis en présence d'une situation qui me renvoie à cette donnée de formatage, eh bien, je vais réagir en fonction, et donc je vais percevoir la situation avec cette couleur. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être conscient de ce qui se joue en nous dans les vécus. Et pour ça, on a deux éléments, deux outils, ce sont les émotions et les pensées. Donc, on va chercher à être conscient de nos émotions, et pour ça, on va faire simple, hein, il y a la joie, la peur, la colère et la tristesse, d'accord? Ces émotions font référence à des besoins, et ces émotions vont induire du coup des pensées. Donc, vous pouvez rentrer par les pensées. Tiens, quelle pensée ai-je? Pourquoi j'ai cette pensée? Quelle est l'émotion derrière cette pensée? Ou, tiens, dans quelle émotion je me situe? Et quelle est l'influence, quelle pensée cette émotion va induire? Et à partir de là, on évalue si ces pensées sont militantes, c'est-à-dire qu'elles vont me conduire à un état d'être qui me nourrit, ou si elles sont limitantes et si elles me conduisent vers un état d'être involutif qui me fait stresser, qui me met mal, qui va générer des incompréhensions, des problèmes relationnels, etc., etc. Donc, si j'ai été claire, on va, pour changer de paradigme, s'entraîner à garder des pensées qui vont dans le sens de l'histoire, dans le sens de notre histoire. Donc, si je dois le rapporter à ce qui se joue aujourd'hui dans nos sociétés, je vous ai dit dans d'autres vidéos, quelle est ma réalité?
quelle est ma réalité vraie? Aujourd'hui, là, si vous voulez, par exemple, moi, dans ma réalité, le il est, mais il n'y a pas quoi, il n'y a rien, il n'y a rien. Depuis ce matin, je n'ai aucune raison d'avoir peur, d'être angoissée, anxieuse par rapport à ça, dans le moment présent. C'est pour ça que beaucoup de travaux de développement personnel font état et mettent en avant l'instant présent, parce que l'instant présent, c'est ce qui influence votre perception de ce que vous vivez. Et c'est quand je suis dans des instants passés qui sont souvent liés à de la nostalgie ou futurs liés à de l'appréhension que je ne suis pas dans l'instant présent et que mon cerveau va entrer en lien avec des facteurs stressants qui me font perdre le sens de la réalité et qui me font perdre le sens de mes capacités cognitives. Parce que je vous rappelle, quand je stresse, et je peux stresser par rapport à de la tristesse ou de la colère d'événements passés que je n'ai pas digérés, ou de la peur d'un éventuel futur que je ne peux pas contrôler forcément et que je connote négativement sur mon bien-être. Donc instant présent, et dans instant présent par instant présent, j'évalue, je m'observe, je prends de la hauteur, et si les pensées ne sont pas militantes, si elles ne me nourrissent pas, je gère mes pensées. On dit souvent, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, mais on est responsable de ce qu'on en fait. Et pour changer ce qu'on fait de ce qui nous arrive, ça va passer par les pensées, puisqu'elles vont être à l'origine de mes choix, de mes attitudes et de mes comportements. Alors, c'est pas facile à faire, mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous savez comment ça fonctionne, comme je dis toujours, prise de conscience égale 50% du résultat. Donc, observez vos pensées, observez les émotions qui sont en lien avec ces pensées. Soit vous faites une distraction en disant, bon allez, c'est pas la peine de penser à ça, reste dans le moment présent, respire, bois un grand verre d'eau, pense à autre chose, d'accord? Bon, parfois c'est pas si facile. Ou vous faites ce qu'on appelle une réfutation. Et la réfutation a ceci de très intéressant, c'est qu'elle va enclencher un raisonnement, une réflexion qui vous pousse à être sur votre gouvernance adaptative. Parce qu'on va vous dire, vous allez vous poser les questions suivantes. Je vous mettrai les questions en commentaire. Elle va vous pousser à vous dire, bon ok, cette pensée, à quoi elle est due? Donc un phénomène de réflexion. Quand est-ce que j'ai déjà eu ce genre de phénomène? Quand est-ce que j'ai déjà eu ce genre de pensée? Etc. Et deuxième question, cette pensée, qu'est-ce qu'elle a comme influence sur mon émotion, sur mes émotions, sur mon état d'esprit, voire même sur mes choix, mes attitudes et mes comportements. D'accord? Et de se rendre compte que cette pensée n'est pas militante mais limitante, on choisit de ne pas la voir et de la remplacer. De la remplacer par une hypothèse. Par exemple, dans mon exemple, si j'étais la championne du monde de la réfutation, eh bien, quand j'ai des pensées déclenchantes par un silence ou une non-réponse, je pourrais imaginer un scénario qui est que la personne ne peut pas me répondre ou a perdu son téléphone, son ordinateur, etc., etc. Par exemple. Et pour un instant, changer mon paradigme de la situation vécue. Et petit à petit, changement de pensée de paradigme par changement de pensée de paradigme, on crée un nouveau réflexe cognitif qui est que on va penser à ce que l'on désire et non pas à ce que l'on redoute. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très très claire. En tout cas, j'ai cherché à l'être. Donc, conclusion de cette capsule qui est un peu longue, excusez-moi. Pour changer de paradigme, on va travailler sur ses pensées. Et c'est pas des pensées... l'idée, c'est pas être dans un monde bisounours. Vous savez, beaucoup de critiques ont été portées
sur l'optimisme, etc. C'est pas la question. Les travaux de Martin Seligman sont assez riches à ce sujet et je vous le recommande. Il a écrit un livre, La force de l'optimisme, où il a expliqué comment, en fait, de l'étude de la dépression, il en était venu à se concentrer et à se dédier à l'étude justement de ces phénomènes de résilience et ces phénomènes d'optimisme en fait. Et en se rendant compte que finalement l'état d'esprit est un choix à partir du moment où on est en conscience. Donc ça va être un excellent exercice d'être à l'affût de ces pensées négatives à dégommer. Et là je fais un grand bonjour à Sylvain Pongy, que je vous recommande. Vous tapez son nom sur internet, hein, vous allez le trouver, parce que c'est un dessinateur, c'est un graphiste, un dessinateur hors pair pour mettre en images et en dessin vos exercices de communication dans des facilitations, des formations, des conférences, des team building, etc. Vraiment, je vous le recommande. C'est lui qui a fait ce joli dessin avec cette touche d'humour qui va bien. Donc, changer de paradigme. On va au niveau cognitif, et je reviendrai dans une capsule sur les 4 niveaux de conscience. Là, on est vraiment sur le niveau de conscience mentale, de manière à pouvoir développer cette capacité à prendre de la hauteur, de prendre du recul sur ce qui se joue en nous, en observant ses émotions, en observant ses pensées, en observant l'influence de ses pensées et en cassant ce cycle infernal de cause à effet pour en venir à nos prises de décision et à nos états d'esprit et de facto à notre physiologie, puisque je vous le rappelle, à être trop stressé de façon chronique, on va s'abîmer physiologiquement, donc par tous les effets du stress chronique sur les systèmes digestifs, cardiovasculaires, hormonaux, digestifs, reproducteurs, enfin tout. Voilà. J'espère que cette capsule un peu longue vous aura éclairé sur le sujet. J'accueille vos questions, vos remarques avec grand plaisir et il me reste à vous donner rendez-vous pour la prochaine capsule qui aura certainement pour objet le systémique et l'influence du système. Ou peut-être autre chose. Ça dépendra du sujet. Prenez grand soin de vous. Dégommez ces satanées pensées négatives, œuvrez à votre nouveau paradigme et sans aucune équivoque, nous sommes de plus en plus nombreux à nous réveiller et à œuvrer pour un nouveau monde qui se promet très attrayant. En tout cas, je nous le souhaite. Je vous embrasse très fort, à très bientôt.